Dans le cas de l'Afrique, il y a 4 formes de coup d'État. Il y a le coup d'État militaire qu'on trouve dans la plupart des pays africains et au Congo. Il y a le coup d'État constitutionnel qu'on trouve dans la plupart des pays africains et au Congo, notre pays. Il y a les coups d'État électoraux qu'on trouve dans la plupart des pays africains et au Congo. Il y a les mandats élastiques qu'on trouve dans beaucoup, peut-être pas dans beaucoup, mais c'est ce qui est de plus, mais y compris au Congo, puisque rappelons que dans le cas de Sassou Nguesso, après le coup d'État militaire soutenu par la France, et nous avons tous déjà suivi Chirac qui dit, ben oui, la communauté internationale, en fait la France, ben, lui autorise que, ben, effectivement, il faut 2 ans. 2 ans, voilà, lui donne un mandat de 2 ans. Mais c'est devenu élastique, puis ça n'a pas été 2 ans, ça a été 5 ans. Donc, pour dire à quel point, effectivement, chez nous, le pouvoir qui est là a effectivement accompli toutes les formes de coup d'État, c'est-à-dire le coup d'État militaire, le coup d'État constitutionnel. Donc, effectivement, ben, écoutez, tout dernièrement, en 2015, les coups d'État électoraux. Eh bien, nous savons tous qu'il n'a jamais gagné une élection. Donc, toutes les élections sont. C'est pas moi qui le dis, ce sont ses collaborateurs. Je pourrais citer, ben, si les gens veulent, mais enfin, j'ai déjà dit que l'un de ces juristes, le président de la commission constitutionnelle dernière, M. Moudoudou, dit clairement les autorités congolaises brisent l'organisation des élections publiques dont les résultats sont quasiment connus d'avance. Je le répète, c'est lui qui le dit. L'État n'existe plus au Congo. Sassou Nguesso a canardé l'État. Il a canardé l'État. Eh bien, ça se vérifie tous les jours. Je pose la question suivante. Il est tellement grossier dans ses méthodes, vous venez de dire, qu'il n'a pas hésité à transférer le palais présidentiel dans son village. Comment peut-on arriver à ce degré de grossièreté où tu prends le palais présidentiel, tu transfères, disons, dans ton village, que tu vas faire, disons, comme l'une des grandes villes du Congo. Et ce n'est pas seulement le palais présidentiel, nous le savons tous. Beaucoup de grands services publics du Congo se trouvent dans le village de Sassou Nguesso. Les banques centrales et tout ça, c'est voilà. Et il n'hésite pas, vous voyez, jusqu'où, disons, il va dans sa grossièreté. Voilà. Pour dire, effectivement, disons, à nos compatriotes, pour leur faire comprendre que l'État, c'est moi. L'État, c'est mon village. Voilà jusqu'où il est allé. Et notre élite le regarde. Rappelons que, ben oui, le cimetière, la famille Sassou Nguesso, c'est devenu un cimetière national, puisque toute l'élite va chaque fois pour l'anniversaire des morts de famille Sassou Nguesso, va là-bas. Donc, le cimetière national, c'est devenu le cimetière, disons, de la famille Sassou Nguesso. Donc, pour dire, donc, quand nous avons l'habitude de dire que la première décision qu'a prise Sassou Nguesso de façon explicite et implicite, c'était de tuer l'État, c'était d'étrangler l'État. Ça se vérifie chaque jour. Donc, Christian, quand aujourd'hui, il reçoit ses homologues, il reçoit les hommes d'affaires, il reçoit les Strauss-Kahn et un nombre d'autres à Oyo, tous ces gens-là savent que non, ce que fait Sassou Nguesso, c'est animal. Dès le moment où lui-même ne donne aucune considération à la Constitution, dès le moment où il remplit toutes les conditions, je veux dire toutes les formes de coup d'État, je le rappelle, coup d'État militaire, il en a fait, coup d'État constitutionnel, il en a fait, tous les Congolais savent, coup d'État électoraux, puisqu'il n'a jamais gagné une élection, mandat élastique, il a fait, la France lui a donné 2 ans, il est arrivé à 5 ans, il remplit toutes les conditions. Donc, aucun coup d'État ne sera jamais plus légitime que celui qui en finira avec Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur TLR TV. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois. Nous sommes le 24 octobre 2023, date anniversaire de l'abrogation de la Constitution congolaise du 15 mars 1992 par Denis Sassou Nguesso après son coup d'État militaire très sanglant, tuant plus de 10% de la population congolaise. On parle de plus de 400 000 morts au Congo-Brazzaville, avec l'appui des armées et des mercenaires étrangers. Coup d'État financé et soutenu par la France. Vous en doutez encore? Je vous laisse écouter Jacques Chirac, ce qu'il déclarait d'ailleurs juste un an après ce coup d'État. C'était à Luanda. Et on reviendra sur le plateau pour vous présenter notre invité. Suivez. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et tout à fait franchement, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo, pour la raison simple, c'est que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'autodétruire, et qu'il était souhaitable que l'ordre revienne.
il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir, c'était Denis Sassou Nguesso. Il lui fallait un soutien extérieur pour cela, pour un certain nombre de raisons. L'Angola le lui a apporté, la paix est revenue, le développement est reparti. Enfin, je veux dire, les conditions du développement reprennent. Cette ville qui est devenue martyre de Brazza commence à se relever et Denis Sassou Nguesso s'est engagé à mettre en œuvre le processus de démocratisation dans un délai maximum de 2 ans, ce qui est considéré par les autorités internationales comme quelque chose de bon, et par conséquent, voilà. Eh bien voilà, avec moi sur ce plateau, professeur Félix Bankunda Pélé, pour évoquer les coups d'État en Afrique. Quelle interprétation ont donné? Bonjour, professeur. Bonjour, Christian Perrin. Merci, professeur. Vous êtes diplômé des Sciences Po, enseignant-chercheur, juriste et politologue, consultant constitutionnaliste. Nous allons évoquer les coups d'État en Afrique. Mais avant, il faut rappeler que de tous ces coups d'État, nous avons pu dénombrer plus d'une 50aine organisés par la France en Afrique pour installer ces hommes. Dès qu'un coup d'État échappe à la France, cela l'irrite au point d'instrumentaliser les institutions africaines à prendre des sanctions souvent inhumaines ou même illégitimes contre ces nouveaux régimes. Et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister depuis le 26 juillet 2023 au Niger. Nous reviendrons également sur le coup d'État de Denis Sassou Nguesso en juin 1997 au Congo-Brazzaville, un coup d'État d'une rare violence que la France n'a jamais, mais vraiment jamais, condamné. Alors, ma première question, professeur, qu'est-ce qui peut expliquer que l'Union européenne ait adopté hier lundi, un cadre des sanctions contre le nouveau pouvoir de Niamey après les sanctions inhumaines et illégales imposées par la CEDEAO, alors que de l'autre côté, Mahamat Idriss Déby au Tchad n'a jamais été inquiété, et même pas le général Oligui qui vient de renverser le régime Bongo au Gabon. Qu'est-ce qui peut expliquer cet acharnement de l'Union européenne sur le Niger? Et qui dit l'Union européenne dit aussi la France. Cher Christian, on revient à ce que j'ai toujours l'habitude de signaler. La fragilité des États africains. Je pense que si je devais être un peu vulgaire, si le Niger n'était pas un État fragile, et si le Niger n'était pas, disons, soutenu par, je veux dire, les organisations internationales, comme effectivement, disons, l'Union européenne, mais le Niger dirait, je m'en fous. La majorité des pays africains, ils sont faibles économiquement. Ils ont des gouvernements qui sont dépendants, qui demandent la puissance de le financer, mais ils sont dépendants de le pays qui les donne le financement. C'est la raison que je crois que les Africains doivent prendre la responsabilité de travailler pour consolider leurs économies, pour éviter la dépendance permanente. Parce que la personne qui donne aide, c'est lui qui commande, qui donne les orientations. Mais quand on refuse cette orientation, on ne peut pas vraiment vivre. C'est aussi simple que ça. Mais si effectivement l'Union européenne prend effectivement cette décision, mais les États-Unis, pour le rappeler aussi, parce qu'il y a quelques jours, les États-Unis, après avoir tourné un peu autour du pot, ont dit également qu'ils arrêtaient effectivement, disons, l'aide financière à l'endroit du Niger. Donc, si, disons, l'Union européenne peut faire cela et que, effectivement, les autorités nigériennes, disons, qui sont là peuvent s'en inquiéter, c'est parce que, effectivement, le Niger ne répond pas de façon effective, pas au plan juridique. Au plan juridique, c'est un État. Mais du point de vue de l'effectivité, c'est ce que, disons, le président du Souba, quand il s'était retrouvé dans ces conditions où, effectivement, il subissait la pression de l'ancien ministre de la Coopération, M. Michel Rousseau, pour ne pas le nommer, avait dit, oui, il peut bien se permettre cela parce que nos pays sont des républiquettes. Oui, donc voilà. Donc, pour répondre sans détour à la question, c'est tout simplement parce que nos États sont fragiles, ne répondent pas effectivement, disons, aux critères de l'État avec la puissance qu'il va avec, et puis effectivement,
ça se vérifie par ce genre de dénonciation, ce genre de pression, de sanctions. Sur le reste, effectivement, on peut effectivement parler, disons, du statut juridique des autorités nigériennes, mais c'est à vous de faire le choix. La raison, c'est celle-là. Nos États... Oui, mais apparemment, il y a là aussi, pardon, professeur, il y a, comme qui dirait, un double standard. Ben, ces États, s'ils sont fragiles, cela veut dire que le Tchad, y compris le Gabon, mais pourquoi seulement le Niger? L'existence d'un État n'est pas liée à un autre État. Ça n'a rien à voir. La reconnaissance ne permet que, ben, effectivement, à l'État reconnu au plan international ben, de mieux fonctionner dans la société internationale. Mais la reconnaissance d'un État ou d'un régime ne constitue pas une condition d'existence de l'État. Ce qui veut dire que ben, qu'on reconnaisse ou qu'on ne reconnaisse pas, effectivement, je vais dire, l'État existe. Donc, si la plupart de nos États, la plupart de nos régimes, la plupart de nos dirigeants sont toujours à la quête de la reconnaissance, soit des États étrangers, soit, disons, des organisations internationales, mais c'est parce qu'ils sont dépendants. C'est parce qu'effectivement, ils n'ont pas la puissance effective, pas, je vais dire, disons, la condition juridique, ils n'ont pas la puissance, je vais dire, disons, existentielle d'un État, et bien ça se vérifie par cela. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que la plupart, je veux dire, beaucoup tombent justement dans ce piège, en disant, par exemple, que, ben oui, voilà, j'existe, ou bien mon gouvernement est légitime parce que je suis reconnu. Nous viendrons sur le cas du Congo, mais c'est là, par exemple, que ça s'est vérifié. Dans le cas du Congo, tout le monde savait que Sassou Nguesso n'a pas la légitimité, ne l'a jamais eu. Mais son argument, c'est de dire que non, je suis reconnu par la communauté internationale. Quand ils disent communauté internationale, ça veut dire la France. Donc, c'est un problème. C'est un problème et ça se vérifie par le fait que ben, quand effectivement un régime arrive de manière, disons, illégale, ben, dans le cas des pays francophones, il se précipite effectivement de tendre la main à la France quand ce n'est pas effectivement les autorités françaises elles-mêmes qui ont soutenu le régime. Et ça se vérifie systématiquement, je dis bien systématiquement, et les cas que vous venez de citer le démontrent. Qu'est-ce qui peut faire que, ben, effectivement, disons, le Tchad, ben, le fils Idriss arrive dans ces conditions et il ne se bat pas pour être reconnu par, je vais dire, par Londres, par l'Allemagne et tout, ben, c'est uniquement la France. C'est quoi? Eh bien, voilà, c'est le fait que tout est effectivement lié à la reconnaissance. Or, je répète, la reconnaissance n'est pas une condition d'existence de l'État. La reconnaissance n'est que la facilitation effectivement des relations internationales. Ce qui veut dire que si demain effectivement, je veux dire, les Congolais ont ce courage et arrivent effectivement, disons, à renverser M. Sassou Nguesso pour dire, écoutez, ça suffit, il y a trop de morts, trop de pillages, ben, on n'a pas besoin d'attendre, disons, la reconnaissance de la France. On peut dire, on s'en fout. Voilà la réponse que je peux vous donner. Autrement dit, si effectivement il y a cette lecture, disons, à géométrie variable, c'est uniquement parce que les intérêts de la France divergent selon que c'est tel régime ou tel régime. Mais je pense que la plupart des observateurs l'ont compris. C'est tellement courant ces 3 dernières années que même, je vais dire, un Africain qui n'a pas fait l'université a compris que, ben, effectivement, la France ne défend que ses intérêts, mais ni le droit, ni la démocratie. C'est une évidence. Alors, il est reproché à ces régimes militaires qui font les coups d'État d'avoir renversé des régimes dits démocratiques. Alors, moi, je voulais un peu comprendre avec vous quelle interprétation donnez-vous à cette recrudescence d'abord des coups d'État en Afrique, et vous nous diriez, avec un recul bien entendu, quelle lecture faites-vous de ces régimes dits démocratiques? Je dois dire ceci, cher Christian. Moi, je pense que le piège au niveau de l'Afrique, c'est toujours de faire la lecture de la situation de leur pays ou de leur continent à partir de la France. Je ne cesse de dire ceci. Les erreurs, le subjectivisme, la lecture à géométrie variable de la France, c'est un fait. La lecture des Africains eux-mêmes, c'est un autre fait. Et moi, si vous voulez, ce que je déplore, c'est le fait qu'il y a une confusion. J'ai comme l'impression que systématiquement, au niveau africain, quand la France soutient un régime, automatiquement, eux, ils s'opposent à ce régime. Et que quand la France, effectivement, condamne un régime, eux, ils se mettent à soutenir ce régime. Donc, je suis censé dire que c'est devenu un peu comme ce qu'on appelle, disons,
disons, l'expérience de Pavlov. Mais nous pouvons nous faire une lecture objective indépendamment de la France. Parce qu'au fond, soyons clairs, Christian, on ne va pas acclamer systématiquement les coups d'État. On ne va pas acclamer systématiquement. Le premier perdant à la suite d'un coup d'État, c'est qui? Mais c'est le peuple, puisque, en principe, la Constitution est adoptée par le peuple. Enfin, en théorie, c'est au moins cela. Pardon, professeur, il y a quelque chose que vous venez de dire là qui est très important. Lorsqu'un coup d'État est condamné par la France, les populations africaines soutiennent ce régime. Et quand le coup d'État n'est pas condamné par la France, eh ben, les Africains, ils voient autre chose derrière. Qu'est-ce qui peut expliquer finalement cela? Les populations africaines ont intégré le fait que ce que défend la France, ce n'est pas la démocratie, ce que défend la France, c'est ses intérêts. Et puisque naturellement, ils se disent que les intérêts de la France en Afrique, c'est contre nos intérêts, donc quand la France défend un régime en Afrique, ça veut dire qu'elle défend ses intérêts, c'est-à-dire donc effectivement contre nos intérêts. Et donc, il faut se poser systématiquement. Voilà où est-ce que les relations, disons, franco-africaines se trouvent réduites. On est réduit à cela, c'est-à-dire on est dans le subjectivisme total. Or, la réalité est qu'il peut se passer que, effectivement, un régime soit véritablement, quand on dit démocratique, arrivé par voie démocratique, et que les Africains s'en plaignent. Pour prendre un résumé, c'est-à-dire que les Africains prennent du plaisir à s'opposer à la France, pour se dire que non, vous n'êtes pas sérieux, c'est ce que je dis aux amis français. Dans la tête de la grande majorité des Africains, la France, quand on dit la France, c'est les pouvoirs français successifs ne sont pas sérieux, que ils ne sont que derrière les intérêts. Il faut systématiquement s'opposer. Ce qui veut dire que des gens comme nous autres, quand on essaie, disons, de dire, disons, aux compatriotes africains que non, 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 là, il y a un problème, ils disent, ah non, 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 vous êtes vendus. Vous n'êtes plus africain, vous êtes, disons, pour la défense interne. C'est dramatique, mon cher Christian. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Prenons le cas le plus récent. Le cas le plus récent, c'est-à-dire donc, pas celui du Gabon, mais du Niger, et qui effectivement, on pourra effectivement voir cas par cas, effectivement, le cas des différents coups d'État qui sont arrivés depuis 3 ans. Bon, les coups d'État, parce que quand on dit coup d'État, j'ai vu sur les réseaux sociaux un Africain qui se posait au moins en disant, mais Monsieur Bankunda, vous ne parlez que des coups d'État, mais vous ne parlez pas des coups d'État. Je dis, mais quand on dit coup d'État, c'est tout un ensemble. Précisons bien, globalement, il y a 4 formes de coup d'État qu'on vit en Afrique. C'est le coup d'État militaire, c'est le coup d'État, disons, constitutionnel, c'est le coup d'État électoral, mais c'est également les mandats élastiques. Mandat élastique, c'est ce qu'on a vu en RDC avec Kabila, qui avait un mandat de 5 ans, mais qui est resté 7. Quand vous avez un mandat, le mandat strict, quand il est terminé, est terminé. Et toutes les constitutions prévoient bien ce qu'il faut faire quand effectivement on arrive à la fin du mandat, mais qu'il n'y a pas un nouvel élu. Mais ce n'est pas effectivement ce qui s'est passé en RDC et, disons, en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est cela. Et ce que je dis, c'est retenu par la Charte africaine, la démocratie, de l'élection et de la gouvernance, qui est donc de 2006 et qui est rentrée en vigueur, disons, en 2012. Qu'est-ce qui se passe? Les Africains pouvaient faire une lecture de ce qui s'est passé au Niger, indépendamment de la position de la France. Indépendamment de la position de la France. Pour se dire, est-ce que, disons, le président nigérien, disons, a été élu comme il le faut? A priori, oui. Il n'y a pas d'élection parfaite encore dans le contexte, mais on peut dire a priori, oui. Et que de ce point de vue, on pouvait faire une lecture de ce qui s'est passé au Niger en juillet, disons, en juillet dernier, de manière objective, indépendamment de la France. Mais puisqu'il y a ce que je venais de vous décrire, c'est-à-dire que quand la France défend un régime, les Africains systématiquement s'opposent, c'est devenu un casse-tête. C'est devenu un casse-tête. Mais on peut dire indépendamment, effectivement, disons la France, que le putsch s'oppose à la charte africaine de la démocratie, que je venais de citer. Une charte africaine qui n'a pas été écrite, adoptée par la France, mais par les États africains. Parce que le risque, c'est lequel, Christian? Si nous-mêmes, Africains, nous ne sommes pas conséquents avec nos textes, on va où? On va où? Voyez, moi, je ne suis pas obligé de me mettre dans, je dis, disons, dans la position où je dis, est-ce que j'aime, disons, Bazoum ou pas? Non. Que j'aime, Oui, que mais je n'aime dans le même sens, ouais. professeur, il y a des indiscrétions qui pensent que les institutions africaines ou sous-régionales sont sous la coupe des institutions européennes ou occidentales. Or, qui paye domine, qui paye dirige.
La dépendance de l'Union africaine, c'est pour raison de que je crois que c'est 70% des budgets étrangères. Oui, vient de l'étranger. Mais il faut mobiliser. Budget de fonctionnement de l'Union africaine. Il faut motiver les Africains pour vraiment couper cette dépendance économique. Mais, sincèrement, Monsieur le Président, ça vous semble normal qu'une organisation continentale comme l'Union africaine, le siège a été construit par la Chine, et chaque année, 70% du budget de fonctionnement est financé par les autres pays hors du continent, qui désormais demandent d'avoir un droit de regard sur les décisions collectives. Oui. C'est la raison que nous sommes faibles, extrêmement faibles. Mais Christian, c'est un autre débat. C'est un autre débat. La question qui se pose, parce que qu'il finance ou pas, eh ben, c'est pour ça. J'étais en train de dire au départ que si aujourd'hui, par exemple, disons, le Niger ou les autorités, disons, nigériennes peuvent avoir des insomnies par rapport, effectivement, disons, à la position de l'Union européenne, c'est parce que nos États sont fragiles. C'est ce que je disais au départ. Mais la question que nous posons dès le départ n'a rien à voir, effectivement, je veux dire, disons, à la manipulation ou pas, disons, de nos organisations internationales par nos États. Hein. Donc, c'est deux problèmes différents. Si nos États avaient effectivement les conditions d'existence sociologique, pas juridique, sociologique et économique d'un État comme on en trouve ailleurs, je vous l'ai dit au départ, les autorités nigériennes, le Niger diraient, je m'en fous, je ne dépends pas, disons, de l'Union européenne. Voilà, donc, voilà, mais on le vit ailleurs dans d'autres. Pourquoi quand il s'agit de l'Afrique, effectivement, je veux dire, ça tourmente tout le monde. Mais c'est parce que, effectivement, c'est un peu comme, disons, les États mineurs, comme on parle des enfants mineurs. Un enfant mineur, effectivement, quand papa, maman prend la décision pour dire, ben, écoutez, je te coupe le portefeuille, c'est un drame. Par contre, si effectivement l'enfant est indépendant, est majeur, ne dépend pas des parents, il peut dire, écoute, papa, je m'en fiche. C'est la même chose. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut Alors, professeur, j'espère que, oui, c'est vrai que nous allons avancer, mais il y a quelques aspects qu'il faut d'abord éclairer pour que nos téléspectateurs comprennent probablement de quoi nous sommes en train de parler. Je voudrais un peu m'arrêter aussi, parce que là, depuis qu'on a commencé, évidemment, vous êtes en train d'évoquer la fragilité des États africains. Et ce qui est d'ailleurs juste, tout le monde l'a constaté. Alors, et on à est côté, de sortir. voilà. Alors, donc, on parle des coups d'État. Et ma question, c'était de savoir si réellement ces États existent. Pour qu'on parle des coups d'État. Parce qu'un coup d'État, c'est en fait renverser un pouvoir légalement établi. J'imagine un peu en France, quelqu'un qui, ben voilà, des soldats qui vont se lever un matin et qui font un coup d'État. On peut parler d'un coup d'État parce que l'État est légalement établi, est fort et l'État existe. Mais dans le cadre, par exemple, de ces pays africains dont on parle ici, on pourra parler aussi du Congo-Brazzaville, on peut parler du Gabon, du Niger, du Mali, du Burkina. Est-ce que ces États existaient pour qu'on parle de coup d'État? Ou bien c'est des régimes, ben voilà, des aventuriers qui arrivent et d'autres aventuriers aussi arrivent pour balayer les autres parce que, bon, l'État n'existe pas. Parce que l'État, c'est aussi des institutions fortes. Globalement, d'abord, historiquement, je distinguerais deux temps dans le cas des pays africains. L'avant 90 et l'après 80, c'est-à-dire l'avant démocratie, comme on l'a appelé, on peut mettre entre guillemets, et puis l'après. Bon, de pratiquement 63 jusqu'à 91, nous savons ce que c'était le pouvoir. Dans un pays comme le nôtre, on disait clairement, officiellement, que le pouvoir est au bout du fusil. C'est clair et net. Autrement dit, c'était une jungle instituée. C'est clair et net. Donc, de ce point de vue, effectivement, quand on vient faire un coup d'État, on renverse, disons, le pouvoir qui est là. Vous l'avez dit, on renverse le pouvoir qui est là. Maintenant, quand on arrive à la démocratie, quelle que soit effectivement la lecture qu'on peut en faire pour dire c'est des démocraties balbutiantes, c'est des démocraties formées, mais en fait, théoriquement, on était entré en démocratie. Quand on renverse un régime démocratique, c'est-à-dire un régime élu, on ne renverse pas le pouvoir qui est là. On renverse le peuple. C'est pour ça que je dis que c'est dramatique. La première victime d'un pouvoir renversé, ce n'est pas, disons, le pouvoir en place. La première victime, c'est le peuple, puisque le peuple qui a choisi ce dirigeant-là. Donc, je dis, il faut que les Africains arrivent effectivement à comprendre cela. On est dans une confusion totale. C'est un drame absolu qu'aujourd'hui, les Africains n'arrivent pas à se rendre compte que quand un régime démocratique est renversé, ça veut dire que le peuple était renversé. C'est ce que je vous ai dit quand, par exemple,
on a abordé la question du Congo, je pense au mois de juin, je vous avais dit non. Disant Sassou Nguesso et F n'avaient pas renversé Lissouba. Ils avaient renversé le Congo et les Congolais. Et c'est tardivement que les Congolais l'ont compris, puisque nombreux de nos compatriotes avaient acclamé Sassou, ne se rendant pas compte que non, franchement, ça faisait mal pour ceux qui pouvaient comprendre la chose, disons se rendre compte que les Congolais sont en train d'acclamer leur bourreau. Et puisque justement ces bourreaux, c'est des machiavéliques, c'est des gros malins, c'est des gens qui savent effectivement abuser des gens, et lui, au moment où effectivement il était en train d'abuser, il en ricanait. C'est tardivement que les Congolais ont compris que non, on a jeté, disons, l'eau avec, disons, le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire le régime démocratique, parce que je ne sais ce dire. Il faut que Oui, les mais Africains... professeur, là, je suis d'accord avec vous parce qu'au Congo-Brazzaville, évidemment, on venait là d'élire un président démocratiquement élu pour la première fois d'ailleurs au Congo, où on élisait un président par suffrage universel et le premier d'ailleurs. Donc, Pascal Lissouba, c'était une démocratie avec les institutions, voilà. Et Denis Sassou Nguesso n'a trouvé autre chose que de faire un coup d'État militaire pour revenir au pouvoir. Mais alors, on peut aussi regarder du côté, par exemple, de ce qui s'est passé au Gabon. Nous savons comment Ali Bongo est arrivé au pouvoir et comment il s'y est maintenu au Burkina Faso, pareil. Bon, un peu au Mali, c'est un peu différent. Au Tchad, on sait que euh, Idriss Déby qui était là, mort au combat, c'est la version officielle. Bon, mais après, il est remplacé par son fils. Mais là encore, il est adoubé par la France. Est-ce qu'on peut maintenant faire la lecture de ces coups d'État pour les distinguer, évidemment, pour qu'il n'y ait pas cette confusion finalement? Où est-ce qu'il y a eu coup d'État? Où est-ce qu'il n'y a pas eu coup d'État? C'est important parce que auprès, disons, d'un de vos confrères, M. Alain Foucault, pour ne pas le citer, je m'étais rendu compte qu'il y avait cette confusion. Notamment quand il dit que, oui, est-ce que l'on peut dire que tous les coups d'État sont condamnables? Si tous les coups d'État sont condamnables, alors on devait effectivement condamner Sankara. Or, Sankara est dans le corps des Africains. La distinction, c'est laquelle? J'ai d'abord parlé, disons, d'une distinction historique, c'est-à-dire avant 91 et après. Le coup d'État de monsieur, disons, Sankara est dans la période des 3 premières décennies. Pour dire que pendant 3 décennies, nous étions dans la jungle. C'était, je vais dire, disons, la jungle officialisée. Et je vous ai dit que dans le cas du Congo, on disait clairement que le pouvoir est au bout du fusil. C'est-à-dire, c'était la loi du plus fort. Tout simplement pour dire que c'était, je veux dire, disons, les incivilités politiques instituées. Et à partir du moment où on va de l'autre côté, c'est-à-dire, on fait le choix d'aller maintenant en démocratie, c'est autre chose. Donc, la distinction est où? Je rappelle que quand Sankara arrive, c'est-à-dire donc avec comparé, fait le fameux coup d'État, donc effectivement, disons de 1983, celui qui l'a précédé, c'est-à-dire Jean-Baptiste Ouedraogo, lui-même est arrivé par coup d'État. C'est ça le problème. Et que Ouedraogo lui-même était arrivé par coup d'État, effectivement, en renversant Saïd Zerbo. Que Saïd Zerbo lui-même avait renversé le colonel Lamizana. Donc, vous voyez, nous sommes là justement dans le pays africain francophone. Un enchaînement des coups d'État, oui. Voilà. Donc, un coup d'État, c'est-à-dire un individu qui arrive par coup d'État, légitime un autre coup d'État. Je pense qu'on peut s'accorder. Si tu n'as pas eu ton pouvoir par le peuple, tu l'as eu par la foi, c'est tout à fait normal qu'un autre homme force te renverse. Donc, voilà l'explication que l'on peut donner à partir, par exemple, du cas de Sankara pour dire que Sankara était venu pour effectivement renverser un régime qui était arrivé par coup d'État et lui-même, il était renversé par coup d'État. Donc, le critère, c'est lequel? Quand quelqu'un est élu, quand disons, un régime est arrivé, je veux dire, par la voie démocratique, premièrement, il y a des moyens que prévoient les textes fondamentaux pour dire quand il y a ceci, cela, pillage et tout, voilà les voies qu'il faut utiliser. Et c'est ces voies-là qu'il faut utiliser. Et ce n'est pas par hasard également qu'on a limité les mandats pour dire, disons, il y a le mandat est limité à tant d'années, 4, 5, 7 années, pour dire que, mais voilà. C'est si important que la conséquence au niveau du peuple, c'est de se rendre compte du poids, de l'importance d'un vote pour que, comme on dit, avant d'aller voter, ils réfléchissent 7 fois. Voyez. Donc, le premier critère de distinction, c'est celui-là. Quand un individu a été élu, quand un homme d'État a été élu, vous pouvez vous mordre les doigts, les lèvres pour dire je me suis trompé en allant voter ceci, mais la prochaine fois, je ferai attention.
quand un individu a été élu, il faut attendre effectivement que son mandat se termine. Cela n'empêche pas, entre-temps, effectivement, d'utiliser les moyens qui sont prévus pour tenter de parer, disons, face à certains actes, je vais dire, disons, illégaux. Et ça existe bien dans tous les textes. Ça, c'est le critère de distinction. Autre aspect, dans les critères de distinction, il y a par exemple ce qu'on appelle, disons, une trahison. C'est-à-dire que quand effectivement il y a autre trahison, on peut ne pas attendre effectivement la fin du mandat. Et ça s'est vérifié ailleurs. Je rappelle par exemple que Nixon, qui avait eu effectivement, je vais dire, disons, pour le passe-temps, disons, préféré d'aller regarder, disons, ce qui se passait, disons, au QG, disons, des démocrates, n'a pas terminé son mandat. En 1974, il a été obligé, effectivement, disons, de partir de lui-même parce qu'il risquait d'être jugé en 1974. Et que nous sommes là dans un État démocratique, dont la lecture ne fait pas d'équivoque. Il n'a pas terminé son mandat pour ça. Donc, voilà. Donc, le critère de distinction, c'est celui-là. Quand un président est élu, il faut attendre qu'il termine son mandat. Qu'on soit, disons, en France, aux États-Unis ou en Afrique, je pense que le critère devait être le même. Et c'est ça qui devait permettre, disons, aux Africains de se dire, quand nous allons élire quelqu'un, c'est au moins pour 5 ans. Donc, prenons le temps de bien réfléchir pour dire, est-ce qu'il le mérite? Et s'il ne le mérite pas, ben écoutez, bon. Donc, un peu comme, je vais dire, disons, dans la vie civile, on peut se tromper une fois, on ne se trompera pas 2 fois. On peut se tromper 2 fois, mais pas 3 fois. Mais si tu te trompes 1 fois, 2 fois, 3 fois, il faut bien se rendre à l'évidence, tu es un imbécile. Oui, professeur, pardon, professeur. Vous êtes en train de parler de la légitimité d'un coup d'État et de l'illégitimité d'un coup d'État. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, je récapitule simplement, lorsqu'un pouvoir est élu démocratiquement, il faut le laisser aller jusqu'à la fin de son mandat. Et venir renverser un tel pouvoir, c'est un coup d'État condamnable. Là, on est d'accord. Et de l'autre côté, si c'est un pouvoir qui est arrivé par coup d'État et qu'il soit renversé à ce moment-là, ben, on peut dire que c'est un coup d'État légitime et c'est normal qu'il soit renversé parce que lui-même est arrivé par coup d'État. Mais il y a un autre cas de figure, c'est-à-dire ces présidents ou ces pouvoirs qui arrivent par élection et qui se maintiennent au pouvoir en tripotant, par exemple, les élections ou en abrogeant les constitutions, on bricole, c'est-à-dire les coups d'État institutionnels, c'est-à-dire on change de constitution juste pour se maintenir et puis, ben voilà, avoir le droit de concourir pour un énième mandat. À ce moment-là, s'il y a un renversement de ce pouvoir, sera-t-il légitime ou non? Ce coup d'État sera légitime ou non? Dans le cas de l'Afrique, il y a 4 formes de coup d'État. Il y a le coup d'État militaire qu'on trouve dans la plupart des pays africains et au Congo. Il y a le coup d'État constitutionnel qu'on trouve dans la plupart des pays africains et au Congo, notre pays. Il y a les coups d'État électoraux qu'on trouve dans la plupart des pays africains et au Congo. Il y a les mandats élastiques qu'on trouve dans beaucoup, peut-être pas dans beaucoup, mais c'est ce qui est de plus exprimé, y compris au Congo, puisque rappelons que dans le cas de Sassou Nguesso, après le coup d'État militaire soutenu par la France, et nous avons tous déjà suivi Chirac qui dit, ben oui, la communauté internationale, en fait la France, ben, lui autorise que, ben, effectivement, il faut 2 ans. 2 ans, voilà, lui donne un mandat de 2 ans. Mais c'est devenu élastique, puis ça n'a pas été 2 ans, ça a été 5 ans. Donc, pour dire à quel point, effectivement, chez nous, le pouvoir qui est là a effectivement accompli toutes les formes de coup d'État, c'est-à-dire le coup d'État militaire, le coup d'État constitutionnel. Donc, effectivement, ben, écoutez, tout dernièrement, donc, en 2015, les coups d'État électoraux. Eh bien, nous savons tous qu'il n'a jamais gagné une élection. Donc, toutes les élections sont, c'est pas moi qui le dis, ce sont ses collaborateurs. Je pourrais citer, ben, si les gens veulent, mais enfin, j'ai déjà dit que l'un de ces juristes, le président de la commission constitutionnelle dernière, M. Moudoudou, dit clairement, les autorités congolaises brisent l'organisation des élections truquées dont les résultats sont quasiment connus d'avance. Je le répète, c'est lui qui le dit. Monsieur Antoine Ivundu a dit la même chose. Il dit dans le Jeune Afrique du 17 juillet 2017 que les élections sont devenues transparentes à partir de 2011. Donc, il reconnaît que les élections de 2002 et de 2009 présidentielles, pour ne parler que de celles-là, n'étaient pas, disons, transparentes. Donc, ça, c'est le préfet chargé d'affaires électorales. Lui-même, disons, Sassou Nguesso dit que pour que les élections soient égales pour tous, il faut que le président devienne donc effectivement citoyen candidat. Ce qui veut dire que implicitement, plutôt explicitement, il dit clairement que non, quand un président est sur place, un président établi,
organise les élections, c'est les élections truquées. C'est lui qui le dit en connaissance de cause, puisqu'il est resté sur le mono, c'est tout ce qui se fait. Donc, ça démontre qu'effectivement, disons, il manque de légitimité. Donc, voilà les 4 formes de coup d'État. Et quand effectivement quelqu'un fait cela, ça légitime, disons, un autre coup d'État. Donc, pour répondre, disons, en résumé à votre question, quand quelqu'un viole le texte fondamental de telle sorte qu'effectivement, la Constitution ne veut plus rien dire, eh bien, effectivement, il justifie un coup d'État. C'est aussi simple que cela. Alors, dans le cas, par exemple, du Congo-Brazzaville, puisque nous y sommes déjà, Denis Sassou Nguesso revient par coup d'État militaire, je l'ai rappelé, très sanglant, plus de 400 000 morts. C'est un spécialiste des renseignements français qui le dit d'ailleurs, et ça n'a jamais été démenti. Il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est que nous avons eu dans les années 90, dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% de la population. Depuis 1997, nous sommes en 2023. Denis Sassou Nguesso y est resté, c'est-à-dire, voilà, il a gardé le pouvoir par coup d'État permanent, il faut le dire, parce que soit il modifie la constitution ou il change de constitution pour demeurer, soit il organise des élections, mais vraiment il tripatouille les élections, on le sait, et en changeant bien sûr les constitutions à chaque moment. Et ma question ici, c'était de savoir, est-ce qu'on peut parler de retour à l'ordre constitutionnel au Congo-Brazzaville? Et sinon, c'est quoi le retour à l'ordre constitutionnel? Parce que généralement, lorsqu'il y a un coup d'État, et c'est ce qu'on entend souvent, hein, les institutions internationales ou sous-régionales, il faut repartir à l'ordre constitutionnel. C'est quoi donc l'ordre constitutionnel? Est-ce c'est le fait que le nouveau régime propose une nouvelle constitution et des nouvelles institutions, ou bien il faut repartir à la constitution d'avant le coup d'État? Et après, vous nous direz si le Congo est déjà reparti dans l'ordre constitutionnel. Sur le cas général, avant d'arriver au Congo, en fait, il faut dire que ce qu'on appelle la communauté internationale, mais généralement en ce qui concerne les États africains, l'ancienne puissance coloniale, puisque c'est elle généralement qui est, disons, un peu le temps, ou à la tête, effectivement, disons, de ce genre de discours, c'est à géométrie variable. Parce que si on dit retour à l'ordre constitutionnel et que, oui, on met la convention de côté, c'est très facile, effectivement, disons, pour celui qui est là de s'octroyer son ordre constitutionnel. Disons, la conséquence négative. La conséquence négative, c'est que, en vérité, la Constitution ne veut plus rien dire. Parce que si, effectivement, chaque président arrive avec sa constitution, comme nous arrivons sur le cas du Congo, comme effectivement le Congo l'illustre, en fait, ça veut dire que c'est devenu un jeu. C'est-à-dire que, en fait, on demande au président qui est là, c'est-à-dire celui qui a fait le coup d'État, de sauver les apparences, c'est-à-dire sauve les apparences. On sait que tu as fait ton coup d'État, on va te soutenir, mais sauve les apparences. Donc, le retour à l'ordre constitutionnel, pour un putiste, c'est en fait lui demander de sauver les apparences, c'est-à-dire faire un peu semblant. Parce que malheureusement, et c'est embêtant, malheureusement, le plus souvent, nos petits sont grossiers. Ils sont grossiers, Christophe. Ils sont grossiers, c'est-à-dire qu'ils ne prennent même pas des gants. Ils ne mettent pas les formes. Les coups d'État, je le rappelle, ont existé dans tous les pays, y compris aux États-Unis, mais le plus souvent, c'est un peu maquillé, y compris en Russie. Je rappelle la nuit du 18 au 19 août 1981, Gorbatchev a suivi un coup d'État. Donc, généralement, ailleurs, on met un peu de forme. Chez nous, on ne met pas la forme. On abat, on humilie et puis on exhibe. Je vous rappelle, on exhibe les corps. On exhibe les corps pour dire j'ai fait mon coup d'État, on montre le trophée pour dire que j'ai réussi. Donc, quand on dit retour à l'ordre constitutionnel, le plus souvent pour la communauté internationale, et particulièrement pour la France, ça veut dire, bon, écoute, ça nous gêne un peu, mais un peu de forme, et puis ça va passer. Organise l'élection. Ils savent eux-mêmes que les élections sont au nom de quoi quelqu'un qui vient faire un coup d'État peut se permettre effectivement, en quelque sorte, disons, de jeter, disons, ou de répudier la volonté populaire. C'est déjà un coup d'État. Donc, vous n'avez pas à dire retour à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire adopter une nouvelle constitution. Donc, voilà ce que ça signifie, effectivement. Première lecture, retour à l'ordre constitutionnel, ça veut dire mets un peu de la forme, sois un peu plus élégant, et puis on va couvrir, ça va passer. Ça, c'est la première lecture. Deuxième lecture, qui est plus sérieuse, parce que quand on dit coup d'État, même ce n'est pas seulement le cas. Dans le cas, disons, du Burkina Faso, généralement, le coup d'État se borne à renverser l'homme qui est là et on garde la Constitution. Dans le cas du Congo, par exemple, quand il y a coup d'État, le coup d'État militaire est généralement et systématiquement suivi d'un coup d'État constitutionnel.
C'est-à-dire, on renverse également, effectivement, la conscience. Nous le verrons quand nous arriverons dans le cas spécifique du Congo. Donc, quand on doit dire retour à l'ordre constitutionnel, ça veut dire la conscience qui existait avant, qui a été adoptée par le peuple. C'est la deuxième lecture et c'est la lecture, à mon avis, la plus convaincante, la plus valide. Parce que un individu n'a pas le pouvoir de remettre en cause ce que le peuple a adopté. Si on autorise un individu de répudier la volonté populaire, ce qui veut dire que le souverain, ce n'est plus le peuple, mais le souverain, c'est le putschiste. Et ça, c'est grave. Donc, c'est, à mon avis, la lecture la plus valide que l'on devait effectivement reconnaître. Le retour à l'ordre constitutionnel, c'est de restaurer effectivement le vote qu'avait exprimé le peuple avant l'arrivée du putschisme. Autrement dit, et là, on arrive dans le cas du Congo, quelle est la lecture qui doit être faite? Je rappelle, Christian, que le hasard fait, et vous l'avez d'ailleurs dit au départ, le hasard fait que nous sommes le 24 octobre aujourd'hui. Le 24 octobre 1997, c'est le jour où Sassou Nguesso, après avoir bombardé le palais présidentiel, après avoir tué des dizaines de milliers de nos compatriotes, où les gens étaient encore à s'interroger, oui, est-ce que c'est un coup d'État? Non, non, non. Le 24 octobre 1997, il prend ses responsabilités. Qu'est-ce qu'il dit? Je m'en fous de la constitution adoptée par le peuple congolais. Je dis bien la première qui, dans notre histoire constitutionnelle et politique, ne dépendait pas, disons, d'un président. La constitution du 15 mars 1992. Sassou Nguesso la jette à la poubelle et, disons, sort son acte fondamental, son régime transitoire, qui n'avait été discuté par personne. Je dis bien par personne. Il la sort comme ça de sa bouche, c'est-à-dire avec les mercenaires qui l'accompagnaient, les mercenaires étrangers locaux, puisque une part de notre élite est maintenant constituée de mercenaires. Ils élaborent un texte et ils disent, ben voilà ce qui va nous régir pendant 5 ans, donc de 97 jusqu'en 2002. Donc, là, c'est une illustration pour dire, dans le cas, effectivement, disons, de notre pays, ce qu'on appelle, disons, retour à l'ordre constitutionnel, ça a été un éternel recommencement. Un éternel recommencement. Et puisque celui qui en a fait le plus, c'est Sassou Nguesso, je vous dis tout de suite, mon cher Christian, que notre chef d'État a du talent. Les gens oublient que Sassou Nguesso, c'est un génie. Il a créé dans l'histoire politique... C'est-à-dire, qu'est-ce que vous êtes en train de vouloir dire là? C'est le seul, l'unique dans l'histoire constitutionnelle et politique universelle qui a créé les constitutions Kleenex. Il n'a pas de prédécesseur. C'est l'unique. Et je vous en prie, il est à son 9e texte, c'est-à-dire le texte qu'il a adopté en novembre 2015. C'est le 9e, sous sa houlette, je dis bien, sous sa houlette. Donc, sa 9e constitution. Je vais vous les citer. Je vous les citer pour que les gens le sachent parce qu'il y en a le plus souvent. On n'a pas le temps, disons, au cours d'une interview d'expliquer cela. Je vous le répète aujourd'hui, cher Christian. Quand Marien Ngouabi est tué par qui? Généralement, on dit, ben oui, à qui profite le crime? Sassou Nguesso dit que c'est l'impérialisme qui l'a tué avec les valets locaux. C'est ce que dit Sassou Nguesso. Donc, à la conférence nationale, il y a eu un acte fondamental, hein, je crois, un acte qui avait été pris où Denis Sassou Nguesso est bien pointé comme responsable de cet assassinat. Et l'acte existe, on va l'afficher tout à l'heure. Quand je dis que notre chef d'État a du talent, je vais expliquer pour une fois, vous me permettez 2 petites minutes. Je vous en prie. Voilà. Marien Ngouabi est tué le 18 mars 1977. Quand il est là, la Constitution, même si on avait, disons, on était dans une période de crise déjà où on avait en quelque sorte suspendu certaines actions, mais la Constitution en vigueur, c'est celle du 24 juin 1973. 24 juin 1973. Sassou Nguesso, c'est l'homme fort du moment, qui dit que les communiqués, les rapports avec les États étrangers, le rapport avec notamment, disons, le Vatican, c'est lui, puis c'est lui qui est écrit au Vatican pour dire, voilà, vous nous excusez, nous avons tué un cardinal. Qu'est-ce qui se passe? Sassou Nguesso se dit, je suis le fidèle continuateur de Marien Ngouabi. Mais mon cher, disons Christian, comment tu peux te dire je suis le fidèle continuateur de Marien Ngouabi, mais tu répudies la conscience de Marien Ngouabi, qui était là? C'est celle du 24 juin 1973. Il sort quoi? Un acte fondamental du 21 avril 1977. Après, pour des raisons liées à l'environnement, je vais dire socio-communautaire africain, effectivement, il ne va pas gagner le pouvoir puisqu'il y avait un qui était plus gradé que lui en la personne de Yombi. On dit non, non, non. La situation militaire, c'est vous-même qui l'avez dit, le plus haut gradé militaire, c'est Yombi qui est colonel à ce moment-là, lui, il est commandant. Et donc, on met le colonel, disons, le colonel Yombi. 2 ans après, il le renverse. Il adopte un autre acte fondamental.
Donc, le précédent, c'est celui du 21 avril 1977. Et après, ben, c'est un acte fondamental du 7 février 1977. Ça fait déjà deux. Il commence avec cet acte fondamental. Toutes les fois qu'il renverse un président, il change de Et il est comme constitution. ça. C'est pour ça que je dis qu'il a du talent. Il a du talent. Voilà. Et c'est pour ça que ben, je dis que c'est l'inventeur des constitutions Kleenex. Il s'embrouille dans des textes et puis il dit ce n'est plus le 30 mars, il en change encore. Ça fait trois. Donc, 21 avril 1977, 7 février 1979, 30 mars 1979. Enfin, il va se rappeler que non, 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 pour que la constitution soit valide, il faut consulter le peuple. Il propose la constitution du 8 juillet 1979 qu'il va adopter ben, et qui va exister qu'à un cas, puisque ben, il la viole comme, disons, si c'était effectivement un Kleenex qui jette. Et puis, ben, voilà, donc là, ça fait déjà quatre. Et quand on arrive effectivement, disons, aux conférences nationales, ben, à ce moment-là, effectivement, on se dit, ben, non, 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 c'est fini avec l'ancien système, donc c'est politique internationale, c'est ce que signifie effectivement la BOL. Ben, on adopte un acte fondamental qui ne dépend pas de lui, mais il est président. Il est président à ce moment-là. C'est l'acte fondamental, disons, du 4 juin 1991. Ça fait cinq. Et après l'acte fondamental, disons, 1991, enfin, on adopte la conscience. Je dis bien la seule, l'unique de notre histoire consciente qui est adoptée par le peuple. C'est celle du 15 mars 1992. Ça fait six. Et après, ben, il revient dans les conditions que nous savons tous. Disons, en juin 1997. Il efface, il répudie la seule conscience, disons, de notre pays. C'est effectivement, disons, l'adoption de l'acte fondamental du 24 octobre, c'est-à-dire le jour anniversaire aujourd'hui. Donc, comme toujours, hein, j'ai vu sur les actes fondamentaux. Donc, l'acte fondamental, là, ça fait 7. Et puis, ben, oui, il adopte la conscience, disons, du 20 janvier 2002. Ça fait 8. Et enfin, la 9e, qui est celle qu'il adopte lui-même pour dire, je rappelle à nos confrères que Sassoué, disons, ces mercenaires locaux disaient que c'est la constitution la plus adaptée au monde africain. Ça n'a jamais été vu nulle part. Celle-là, c'est une constitution parfaite. C'était les termes, disons, d'un collègue qui n'est plus en la personne, je veux dire, qui était son secrétaire général à la présidence, M. Gabriel Longobé, que j'ai lu. Vraiment, ça m'a donné le frisson. Je dis, mais comment est-ce qu'on peut se ridiculiser à ce point? Il dit que c'est la constitution la plus parfaite, la plus adaptée au monde africain. Eh bien, non, non, non. La constitution la plus adaptée au monde africain ne tiendra pas le coup. Ça, lui-même va lui tordre le coup pour dire non, 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 ça ne répond plus. Il faut une constitution qui tienne compte des anciens, de tout, n'importe quoi. Que M. Mongala réponde, puisque l'argument essentiel pour lequel on avait répudié la constitution de 2002, c'était pour dire qu'il fallait intégrer les jeunes, les handicapés, les présidents de la République et tout. C'était du bidon. Notre chef d'État a un talent. Notre despote a créé les constitutions Kleenex, mon cher. Voilà. Donc, voilà ça. Donc, à partir de là, moi, je vous dis ceci. Dès le moment où lui-même ne donne aucune considération à la Constitution, dès le moment où il remplit toutes les conditions, je veux dire toutes les formes de coup d'État, je le rappelle, coup d'État militaire, il en a fait. Coup d'État constitutionnel, il en a fait. Tous les Congolais savent. Coup d'État électoraux, puisqu'il n'a jamais gagné une élection. Mandat élastique, il a fait. La France lui a donné 2 ans, il est arrivé à 5 ans. Il remplit toutes les conditions. Donc, aucun coup d'État ne sera jamais plus légitime que celui qui en finira avec Sassou Nguesso, de manière tout à fait logique et claire. Voilà. Un coup d'État qui renverse. Et d'ailleurs, il faut rappeler à nos téléspectateurs que Denis Sassou Nguesso est le premier d'ailleurs à faire un coup d'État constitutionnel, donc à changer de constitution pour se maintenir. Et les autres ont suivi, Alassane Ouattara, et pourquoi pas, bon voilà, bref. Alors, vous parliez également de ces régimes ou de ces pouvoirs. Et ici, toujours dans le cas de figure du Congo-Brazzaville, nous avons Denis Sassou Nguesso, puisque vous avez parlé de la haute trahison qui pouvait aussi constituer, sont là des circonstances qui peuvent favoriser un coup de force ou un coup d'État qui peut être légitime. Et lorsqu'on regarde ou on observe le pouvoir de... Oui, pardon? Justement, la haute trahison n'a pas besoin d'attendre la fin du mandat. C'est pour dire que tout est prévu par les textes. Puisqu'on dit que non, ben, il faut attendre les 5 ou les 7 années de la fin du mois. Mais quand c'est la haute trahison, on peut ne pas attendre. Et c'est pour ça que je vous ai donné le cas de Richard Nixon, qui n'a pas terminé son mandat. Celui qu'on appelle le président maudit. Justement parce que, ben oui, comment pouvait-il se complaire à aller regarder ce qui se passe, disons, dans le QG des autres? Donc, vous avez un cas pour dire que même quand c'est un mandat connu qui est de 4 ans aux États-Unis, quand l'acte est particulièrement grave, on n'a plus besoin d'attendre.
Et là, on l'aurait jugé lui-même, il a anticipé pour dire non, je m'en vais. J'étais en train de dire, bon, dans le cas par exemple de la haute trahison, c'est vrai que tout à l'heure, après, on va parler de systèmes adaptés finalement à ces pays africains, parce que j'ai l'impression que la démocratie en tant que telle qu'on la voit d'ailleurs en France, aux États-Unis, j'allais dire en Angleterre, en Allemagne, apparemment, ça pose problème au niveau de l'Afrique et on va revenir là-dessus. Alors, restons d'abord sur le Congo-Brazzaville avec la haute trahison. Lorsqu'on, un pays, par exemple, là, nous apprenions que l'Air Force One du Congo avait été acheté, tout le monde le sait, avec l'argent du contribuable congolais, mais on apprend finalement que cet avion avait été enregistré au nom d'une des filles de Sassou Nguesso. Alors, le même a transférer le palais du peuple, j'allais dire le palais présidentiel, chez lui à Oyo. Et je ne sais pas si cela avait été discuté au niveau de l'Assemblée, mais je pense qu'il a fait par sa propre volonté, comme il aime à le faire. Et là, il faut que les Congolais se posent aussi la question de savoir si là où on a construit, où on a installé le nouveau palais du peuple, le palais présidentiel, si c'est pour l'État congolais ou bien c'est privé, c'est chez lui, probablement, qu'il a installé le palais présidentiel où il reçoit désormais ses homologues, les délégations officielles. Et comme quoi, quelqu'un me disait d'ailleurs pendant que je préparais à l'émission, quelqu'un que j'ai appelé me dit, mais finalement, le Congo a été privatisé. Donc là, on voit bien l'avion présidentiel, c'est au nom d'une de ses filles, le palais présidentiel transféré chez lui à Oyo, probablement dans sa parcelle privée, et nous avons également cette affaire de terre qui fait couler tant d'encre que de salive, et où tout le monde est en train de constater que c'est une haute trahison, et ça, lorsqu'on lit la Constitution, c'est très facile à comprendre. Nous voyons également la privatisation de certaines entreprises qui étaient publiques. On a privatisé, mais les preneurs, c'est lesquels? Les racheteurs, c'est lesquels? Ce sont les membres du clan Denis Sassou Nguesso. Est-ce qu'il faut parler ici, rappeler que le pétrole, toutes les sociétés congolaises, je dis bien, qui exploitent le pétrole au Congo, ou qui vendent le pétrole congolais, sont des sociétés appartenant aux membres du clan Sassou Nguesso. Les minerais, pareil. Donc, comme quoi, Denis Sassou Nguesso a pris en otage le Congo, il a tout privatisé, il a tout pris pour lui, rien pour les Congolais, et c'est vérifiable, de toute façon, les éléments existent. Et là, on peut parler quand même de la haute trahison, non? Puisqu'on a parlé de palais présidentiel, il faut rappeler que c'est un parmi tant d'autres. Il faut dire à ceux qui ne sont pas congolais que Sassou Nguesso a 12 palais présidentiels. Il faut le rappeler. Et que chacun de ces palais est plus grand que l'Élysée. Quand je dis que notre président a un sacré talent, il faut bien le dire. 12 palais présidentiels et que chacun des palais présidentiels est plus grand que l'Élysée. Donc ça, c'est une parenthèse. Venons à la question que vous venez de poser, Christian. Et il nous est arrivé de dire que l'État n'existe plus au Congo. Sassou Nguesso a canardé l'État. Il a canardé l'État. Eh bien, ça se vérifie tous les jours. Je pose la question suivante. Il est tellement grossier dans ses méthodes, vous venez de dire, qu'il n'a pas hésité à transférer le palais présidentiel dans son village. Comment peut-on arriver à ce degré de grossièreté où tu prends le palais présidentiel, tu transfères, disons, dans ton village, que tu vas faire, disons, comme l'une des grandes villes du Congo. Et ce n'est pas seulement le palais présidentiel, nous le savons tous. Beaucoup de grands services publics du Congo se trouvent dans le village de Sassou Nguesso. Les banques centrales et tout ça, c'est voilà. Et il n'hésite pas, vous voyez, jusqu'où, disons, il va dans sa grossièreté. Voilà. Pour dire, effectivement, disons, à nos compatriotes, pour leur faire comprendre que l'État, c'est moi. L'État, c'est mon village. Voilà jusqu'où il est allé. Et notre élite le regarde. Rappelons que, ben oui, le cimetière, la famille Sassou Nguesso, c'est devenu un cimetière national, puisque toute l'élite va chaque fois pour l'anniversaire des morts de famille Sassou Nguesso, va là-bas. Donc, le cimetière national, c'est devenu le cimetière, disons, de la famille Sassou Nguesso. Donc, pour dire, donc, quand nous avons l'habitude de dire que la première décision qu'a prise Sassou Nguesso de façon explicite et implicite, c'était de tuer l'État, c'était d'étrangler l'État. Ça se vérifie chaque jour. Donc, Christian, quand aujourd'hui, il reçoit ses homologues, il reçoit les hommes d'affaires, il reçoit les Strauss-Kahn et bon nombre d'autres à Oyo, tous ces gens-là savent que non, ce que fait Sassou Nguesso, c'est animal. Ils savent que c'est primaire. Ils savent que ça ne doit pas se faire dans une république.
Mais ils y vont, bon, mais dans leur tête, ils se disent, une fois qu'on a un Africain effectivement minable, tirons notre épingle du jeu et puis ben, le reste, on s'en fout. Et ils savent que ça ne peut pas se faire en République. Donc, si demain, effectivement, Sassou Nguesso n'est pas là, comme moi, comme vous, il finira par s'en aller, quel est le statut que l'on va attribuer à la, disons, à la présidence, disons, qui est à Oyo? Est-ce que c'est un lieu public ou c'est un lieu privé? Oui, la question que ça pose. Puisque, en principe, le lieu où on organise les activités de l'État, c'est un lieu public. Quel est le statut, disons, du palais présidentiel, c'est-à-dire le 13e, peut-être le 14e même, puisqu'il y a également, disons, à Rakintele, il a un autre palais là-bas. Donc, quel est le statut juridique qu'on doit attribuer justement à ce lieu-là? Est-ce que c'est un lieu public? Est-ce que c'est un domaine public ou c'est un domaine privé? Ça, c'est quelque chose qui caractérise le régime de Sassou Nguesso. Quand je dis que ce monsieur ne connaît rien, absolument rien de ce que c'est que l'État, ce que c'est que l'État, mais il s'en fiche. Ce qui compte, bon jouisseur, bon despote, c'est le moment présent, le reste, il s'en fiche. Donc, voilà effectivement la confusion. Mais je peux l'illustrer. Vous savez, il y a un cas qui m'avait frappé pour dire que non, finalement, l'État a disparu. Quand je lui dis, je ne peux pas aller dans les détails, mais c'est parce que généralement, je suis en chaîne de ce qui se passe au Congo. Je rappelle un fait, disons, mon cher Christian. Nous savons tous les conditions dans lesquelles M. Ntsuru est décédé. M. Ntsuru était parmi ceux qui, à tort ou à raison, étaient impliqués dans les fameux disparus du Beach. Et quand, disons, M. Ntsuru a une brouille avec, disons, M. Sassou Nguesso, qui nous le savons, puisque le bénéficiaire des crimes, effectivement, disons, des disparus du Beach, c'était Sassou Nguesso. Comme en 77, à qui profite du crime? C'était Sassou Nguesso, puisque c'était pour la conservation de son pouvoir. Monsieur Ntsuru entre en brouille avec M. Sassou Nguesso et Ntsuru dit, eh bien, maintenant, je vais dire la vérité. Tous ceux qui observent la vie politique congolaise, un peu comme on l'a vu dans le cas de la Russie, savaient que les jours de M. Ntsuru sont comptés. Et il ne s'était pas trompé. Ntsuru meurt de manière, je vais dire, totalement, je vais dire, confuse, disant, en prison, on dit qu'il est mort d'une crise cardiaque, etc., etc. Bon, Ntsuru meurt. Mon cher Christian, dans tout état digne de ce nom, la justice s'enclenche. Il fallait chercher à comprendre dans quelles conditions un individu comme celui-là, qui a accusé le chef d'État d'être impliqué, d'être l'instigateur, disons, des disparus du Beach, était ou non effectivement vrai. Qu'est-ce qui se passe, disons, mon cher Christian? C'est dit par, disons, M. Mungala, qui est le ministre de la communication du pouvoir despotique. M. Mungala dit clairement, et tout le monde, surtout que la mémoire peut se rappeler, la famille a décidé qu'elle ne veut pas l'autopsie du corps de M. Ntsuru. Mais est-ce que c'est à la famille de décider de faire l'autopsie? Voilà. La justice est d'ordre public, cher Christian. La justice est d'ordre public, c'est-à-dire que la justice est une compétence exclusive de l'État. Une famille ne peut pas remettre en cause, disons, le fonctionnement de la justice. C'est-à-dire que l'autopsie du corps de M. Ntsuru s'imposait pour effectivement, je vais dire, disons, dire que Sassou Nguesso, qui était le principal individu qui devait craindre effectivement la justice de par ce que devait dire Ntsuru, donc soit lavé de tout soupçon, mais le pouvoir en place, par le biais du ministre de la communication, décide que non, la famille a décidé qu'elle ne veut pas l'autopsie. Mais je vais dire, disons, une famille n'a pas à s'interposer, n'a pas effectivement à limiter les forces de la justice. C'est la preuve que l'État n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Et dans le cas d'espèce, est-ce qu'on peut parler de complicité de crime pour le cas, par exemple, de Thierry Mongala? Ce qui est sûr, c'est qu'implicitement, ils ont démontré qu'ils avaient quelque chose à craindre. Parce que l'autopsie de M. Ntsuru écartait tout soupçon à leur endroit. C'est ça. Si M. Ntsuru avait été autopsié, eh bien, Sassou Nguesso, qui avait tout à craindre effectivement de M. Ntsuru, était lavé de tout soupçon. Donc, s'ils ont voulu, se sont opposés effectivement à l'autopsie de M. Ntsuru, c'est qu'ils avaient quelque chose à craindre. Je pense que c'est logique. Donc, en ce qui concerne M. Thierry Mongala, il est impliqué dans le crime. Il est impliqué dans le crime puisque c'est lui qui justifie tout. Un ministre, disons, il est juriste, mais dit-on souvent qu'il est juriste. Enfin, M. Mongala doit savoir que non, la justice est d'ordre public, qu'un membre de la famille, même Sassou Nguesso, ne peut pas arrêter la justice. Donc, M. Mongala ne peut pas dire que non, la famille a décidé que la justice ne s'applique pas. Non,
la justice s'applique indépendamment, effectivement, des familles et même de la République. C'est une preuve supplémentaire que l'État a disparu au Congo, mais les cas, je peux en multiplier. Nous avons Oui, vu mais il y a le cas aussi, par exemple, de, disons, ce qui s'est passé en 2021, mars 2021, lors de l'élection présidentielle. Un candidat meurt alors que la Constitution prévoit en son article 72 l'annulation de cette élection. Et là, la Cour constitutionnelle a parlé de ce qu'il n'y a pas eu un recours, personne, ni de la famille, ni du parti non, du il ne peut parfait pas se là. couper. Est-ce que Allez-vous la Cour ne savoir, pouvait pas s'autosaisir, par exemple? mon cher Christian, la régularité électorale est pour la justice constitutionnelle ce que le crime est pour le juge chargé de juger les crimes. C'est exactement la même chose. Prenons le cas le plus compréhensible pour nos compatriotes. Une famille dont un enfant vient de mourir dans des conditions bizarres, ou bien tout simplement qu'est-ce qui se passe? Le juge ne doit pas attendre que, oui, quelqu'un porte plainte. Le juge constate qu'il y a un crime. Le juge constate qu'il y a quelque chose d'anormal. Automatiquement, je dis bien automatiquement, le juge se saisit de cette affaire pour la traiter, pour savoir s'il y a eu crime ou pas, pour élucider effectivement les conditions de la mort, disons, de cet enfant. C'est la même chose, disons, pour l'élection présidentielle, des élections. Le juge constitutionnel, la Cour constitutionnelle, en l'occurrence dans le cas du Congo, c'est le juge spontané de l'élection, systématiquement. Et nous avons tous suivi, disons, le président de la Cour constitutionnelle, M. Louki, dans, je vais dire, disons, alors, comment est-ce qu'il faut, la lecture de sa décision, le 6 avril 2021, dire que non, la Cour constitutionnelle n'a pas de pouvoir, disons, d'autosaisine. Christian, il existe des travaux là-dessus, dans le cas de la France, je peux vous en citer, ça intéresse peut-être pas, disons, nos compatriotes, mais pour ceux qui sont spécialistes, je leur recommande de lire les travaux, disons, d'une dame, disons, qui intitulait effectivement les conditions et moyens de recours, les moyens de saisine d'office, disons, par le juge constitutionnel. Hein. Donc, qu'est-ce qui est dit? Et d'ailleurs, c'est tout à fait logique. Du début à la fin, le juge compétent, c'est le juge constitutionnel. C'est lui, c'est-à-dire que c'est dans un État démocratique. C'est la Cour constitutionnelle qui ouvre, disons, les élections. C'est la Cour constitutionnelle qui sonne, disons, le gong. C'est également la Cour constitutionnelle qui signe le glas, c'est-à-dire qui arrête. Et donc, du début à la fin. Si la Cour constitutionnelle, devant, disons, des conditions suspectes, disons, d'organiser une élection, ne se saisit pas, comme le dit M. Iloki pendant la Cour constitutionnelle, qui va s'en saisir? Dans le cas de l'enfant, si par exemple l'enfant décède ou quelqu'un et que le juge n'ouvre pas l'enquête, au motif que non, personne, disons, aucun ayant droit n'a saisi le juge. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'on dit en termes juridiques, on dit la régularité électorale est d'ordre public, c'est-à-dire la même façon que l'on dit que non, le crime est d'ordre public. C'est-à-dire que quand il y a crime, le juge n'a pas à attendre qu'il soit saisi par un membre de la famille, automatiquement il se saisit de l'affaire. C'est la même chose en matière électorale. Et moi, j'ai entendu un de nos compatriotes qui est avocat ici en France dire que non, la Cour constitutionnelle n'a pas de droit d'autosaisine. Vous m'excusez, c'est une imbécilité. C'est une imbécilité. Le juge constitutionnel se saisit d'office quand effectivement la régularité électorale est menacée, automatiquement il se saisit de cette affaire. Voilà un peu le ridicule, effectivement, dans ces choses. Ça démontre une fois de plus, de façon supplémentaire, de démontrer que l'État a Alors disparu. là, vous venez de démontrer clairement que l'État n'existe plus au Congo-Brazzaville. Ça veut dire que on est entré là dans la jungle, naturellement, et c'est cet État qu'on présente, qu'on veut nous faire croire que c'est un État, voilà, c'est un pays démocratique. Mais je voulais qu'on revienne sur la démocratie, parce que longtemps aussi, on a dit la démocratie n'était pas adaptée aux Africains. Bon, il y a eu un petit vent de démocratie, mais après, bon, on a vite compris que ceux qui ont demandé aux Africains d'aller vers la démocratie, finalement, ils ont eux-mêmes reculé parce que probablement qu'ils avaient compris que la démocratie n'arrangeait pas du tout leurs intérêts en Afrique. Alors, restons dans le cas du Congo. Pour parler de la démocratie, est-ce que la démocratie, comme je le disais d'entrée du jeu, observée ailleurs,
en Occident, aux États-Unis, est-ce que cette démocratie est applicable au Congo? J'allais dire, dans les États d'Afrique noire, francophone particulièrement. Est-ce que les Africains eux-mêmes pensent qu'ils n'ont pas besoin de démocratie? Ce serait une insulte à nous-mêmes. La lecture, la caractérisation de la France est un aspect. La lecture, ce qu'on pense des Africains eux-mêmes, c'en est une autre chose. De la même façon que je disais que non, si le Niger n'était pas un État fragile, un État faible, il pouvait se dire, on se fout effectivement de la position de l'Union européenne, on peut dire la même chose en matière démocratique. Il m'est arrivé d'entendre les Africains eux-mêmes, y compris vous-même, dire que non, 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 dans nos traditions, nous avions effectivement la démocratie sous sa forme. Je répète, Christian, que la démocratie américaine n'est pas la démocratie française. La démocratie anglaise n'est ni la démocratie française ni la démocratie américaine. Et on peut multiplier les cas. Donc, la démocratie, c'est un principe. Je dis bien c'est un principe. Son organisation en est une autre. Vous comprenez? La démocratie, c'est un principe. Quand j'entends souvent, disons, des Africains, y compris sérieux, bien formés, parfois des agrégés, des docteurs, dire que non, la France nous a imposé la démocratie, vous m'excusez, cher Christian, mais j'en ris. Je dis quelle hypocrisie, je veux dire quel manque de sérieux, je veux dire quel recours, disons, bouc émissaire. On n'a jamais imposé la démocratie à l'Afrique, vous m'excusez, Christian, de le dire, vous m'excusez de vous le bombarder. Vraiment, pourquoi? Ce qui se passe en 90, en juin 90, c'est quoi? C'est Mitterrand qui dit il est temps pour les Africains également de renouer avec la démocratie. Christian. De renouer, parce que ça existait avant? Le terme, c'est moi qui l'introduis. Mais je dis renouer pour ne pas nous insulter nous-mêmes, pour dire que nous ne connaissons pas la démocratie. Là, je parle en tant qu'Africain. Mais lui n'a pas dit renouer. C'est moi qui le dis, pour éviter effectivement d'être tapé au motif. Oui, mais puisque vous abordez la question, professeur, est-ce que lorsque ces Africains disent que la France a imposé la démocratie aux Africains, n'est-ce pas cette déclaration de la Baule? Parce que là aussi, il y a eu, il faut peut-être le rappeler, ça a été une forme d'imposition en disant, désormais c'est la démocratie ou plus rien, c'est-à-dire vous ne bénéficierez plus de nos aides, plus d'aide pour les Africains, et voilà. Et puis même les autres formes de coopération pouvaient être rompues. C'est une forme de pression qu'on a fait aux Africains, non? J'explique, c'est là où j'avais commencé. Mais sachons bien dire les choses. Ce que impose Mitterrand, c'est le temps, c'est-à-dire le moment. C'est le moment. Oui. C'est le moment pour dire c'est maintenant. Mais quand vous dites il avait dit non, non, j'ai dit que c'est moi. Parce que je ne veux pas me faire insulter en tant qu'Africain pour dire que la démocratie n'a jamais existé. Elle a bel et bien existé. La démocratie, c'est un principe, je le répète. Christian, les Africains n'ont pas su organiser la démocratie. Il faut bien le dire. Si Mitterrand a dit c'est maintenant, Mitterrand n'a jamais dit comment il fallait rédiger, ou Mitterrand ou ses experts n'ont jamais dit comment il fallait-il rédiger les constitutions africaines. J'étais un jeune enseignant en 91. J'ai commencé à enseigner en 85. J'étais dans la plupart des pays africains. Je voyais ce qui était en train de se faire. Ce n'est pas les experts français qui sont venus dire faites ceci, faites ça. Non. Enfin, on ne va pas s'insulter nous-mêmes pour dire que la Convention du 15 mars 1992, disons, a été rédigée par la France. Puisque celui oui, qui mais là encore, oui, la France peut bénéficier de ce doute parce que lorsqu'on écoute Idriss Déby, le père bien entendu, lorsqu'il explique comment la France a envoyé des experts pour aller modifier la Constitution, on peut aussi croire que, voilà, dans le même sens, la France a dû faire pression à ces pays pour aller vers la démocratie, pourquoi pas, et peut-être leur envoyer des experts ou des consultants. En 2002, m'arrêter, comme j'avais promis en son temps, au second mandat. Oui. C'est-à-dire en 2006, je devrais céder, en fait, disons. Il y a 10 ans. Au suivant. La guerre a éclaté. Le mercenaire avait attaqué, il mène ici la ville. Le pays était en guerre. Vous comprenez? Mais en 2016, il Attendez, s'il vous plaît. Et comme j'ai dit dans la politique africaine,
La France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en 2016, la France n'était pas derrière votre Écoutez-moi candidature. d'abord, s'il vous plaît. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à Laissez-moi continuer? finir. Laissez-moi finir. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ils ont passé par leur arcane, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, comment on appelle, de caché. C'est entre ses mains. Passé par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution. Donc, ce que vous dites clairement, ce n'est pas Déby qui a changé la Constitution. Ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui sont intervenues. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Et je vais aller jusqu'au bout. Parce que qu'est-ce qui se passe? Après la Baule, il y a un colloque qui est organisé à Paris 1. Oui. À Paris 1. Et qui a fait l'objet d'ailleurs, disons, d'un ouvrage que connaissent tous les spécialistes, Transition démocratique en Afrique, à Paris 1. Il y a des experts français, il y a des experts africains qui se retrouvent là pour débattre à peu près le minimum qu'il fallait. Mais on n'a imposé aucune constitution en Afrique. Je parle là des premières constitutions, parce que le reste, disons, ce sera autre chose. Ne pas confondre les choses. Nous n'avons pas su organiser. La démocratie s'organise. Si Mitterrand impose le moment, il appartenait aux Africains d'organiser leurs textes. Ce que, pour ne pas aller dans le détail, ce que j'ai constaté personnellement, c'est quoi? C'est que l'élite africaine n'était pas préparée, n'avait pas suffisamment réfléchi pour savoir ce qu'il fallait faire. Une anecdote, je vous le raconte moi-même, ce que j'ai vécu dans le cas du Congo, puisque on a parlé du Congo et c'est surtout le Congo qui nous intéresse plus particulièrement. Je suis à l'étranger. Je suis avec un collègue aîné qui n'est plus avec nous, voilà, qui s'appelle M. Mavila. Je lui dis, mais écoute, disons, Jean-Claude, comment on va organiser cette démocratie où tout le pouvoir militaire est entre les mains du parti unique, le pouvoir financier, je vais dire les grands services. J'ai bien peur que celui qui peut être, parce que tout le monde savait que si les élections démocratiques sont organisées, Sassou Nguesso n'a aucune chance, et ce qui s'est passé, puisqu'il a été effectivement viré dès le premier tour. Sassou Nguesso est l'un des rares, je l'ai déjà dit, est l'un des rares présidents d'Afrique francophone avec le président centrafricain d'alors, M. Kolimba, qui n'a pas pu émerger au premier tour. Il est viré dès le premier tour. Et le fait que, effectivement, disons, tous les pouvoirs étaient entre les mains du parti, ça s'est vérifié, puisque le pays était bloqué. C'est après qu'on se rendra compte que non, il avait effectivement hypothéqué le pays, disons, tout le pétrole pendant 5 ans, que le pouvoir militaire, c'est-à-dire les officiers supérieurs, 9 sur 10, appartenaient effectivement, disons, à la communauté du président, etc., etc. Donc, Christian, si on pouvait bien réfléchir, on pouvait se rendre compte que c'était difficile après les monopartistes, les régimes monopartistes, disons, de 3 siècles, qu'un président arrive comme ça, il est moyen de. Ça s'est vérifié un peu partout. Donc, quand les gens font le procès de la démocratie, je dis, mais là encore, c'est une confusion. C'est une confusion. C'est tout simplement qu'on n'a pas su l'organiser. Donc, première remarque, non. On n'a pas imposé la démocratie à l'Afrique. Mitterrand a imposé le moment. Le reste, il appartenait aux Africains. L'élite africaine elle-même se dit, mais au fait, à quoi on va se heurter? On n'a pas su le faire. Mais tous les Africains reconnaissent que en fait, ce qu'on demandait, c'est quoi? C'est que maintenant, il faut aller au vote. C'est ce qui a été demandé. Maintenant, l'attitude, disons, des pouvoirs successifs de la France après, ça, c'est une autre affaire, puisque c'est dans un second temps. Je ne cesse de dire plus la dernière fois, mais peut-être qu'on arrivera à la question. Moi, quand je dis que nos États sont fragiles, c'est par là qu'on a commencé. Mais ça veut dire que les présidents des Africains qui sont élus également sont fragiles. Si l'État est fragile, le président est fragile.
Je vous ai parlé de M. Lissouba quand il commence à subir les pressions du ministre de la Coopération, M. Roussin, un journaliste de Jeune Afrique lui pose la question. Mais comment est-ce que vous interprétez cela, Monsieur le Président? Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, que voulez-vous? On peut tout se permettre parce que chez nous, c'est des républicains. Sinon, comment peut-on comprendre qu'un ministre délégué à la coopération se mette à donner des ordres entre la République? C'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. Ceux qui ont la mémoire peuvent se rappeler. Ou bien ils peuvent, disons, aller relire l'interview, il dit c'est des républiques. Disons, c'est un ministre de la coopération, un ministre délégué à la coopération qui donne des ordres à un président. C'est la preuve là. Donc, je veux dire par là, Christian, que non, on n'a pas imposé la démocratie en Afrique. Mitterrand a imposé le moment. Il appartenait à l'élite africaine de tenir compte effectivement de la donne. Est-ce que ça en valait la peine de reproduire un plan de la République à la française? Mon point de vue clair et net, c'est non. Parce qu'en fait, on leur laissait une alternative. Accepter le dictat de la France ou bien être tué. Et c'est ce qui s'est passé. Accepter le dictat de la France ou bien être renversé. C'est ce qui s'est passé. Donc, nous avons loupé. La leçon que l'on peut en tirer, c'est laquelle? Si vraiment on veut se garantir un bon départ question, nous devons éviter les boucs émissaires. Excusez, vous m'avez déjà fait la remarque ici, mais je répète, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Là où on n'a pas pu, il faut dire qu'on n'a pas pu. L'apaisement, il faut dire que non, nous n'étions pas prêts, nous n'avons pas réussi, et puis ça nous est retombé dessus. Donc, à l'avenir, il faut se dire, on a loupé le rendez-vous du début des années 90, puisque les Africains, bien dit, ils ont reçu comme un slogan que le 21e siècle sera africain, mais on ne va pas commencer par les boucs émissaires. Hein? L'individu qui s'en sort, c'est celui qui reconnaît ses faiblesses. C'est celui qui se dit que je m'étais trompé et il se dit que faire pour ne pas me tromper. Mais si nous allons avec les boucs émissaires, on est mal barré pour le 21e siècle. Donc, c'est ça qu'il faudra faire. Mais, évidemment, on va terminer peut-être par ce volet, parce qu'il faut regarder maintenant que, apparemment, c'est ce que vous venez d'ailleurs de dire, les Africains n'étaient pas préparés à la démocratie. Alors, s'il y a une démocratie, parce que finalement, les démocraties, il y en a plusieurs, vous l'avez rappelé d'ailleurs, on a parlé de la démocratie française, la démocratie américaine, anglaise, etc. Alors, quel type de démocratie pouvait ou peut fonctionner dans le cas du Congo? Je prends le Congo, c'est plus facile, sinon après on se perd. Quel type de démocratie faut-il au Congo? Avec quel fonctionnement, quel type de régime, quel pouvoir, quelle présidence, par exemple? Est-ce que le modèle français peut être adapté au Congo, ou bien le modèle prenons anglais par exemple, ou américain? Mais américain, c'est beaucoup plus difficile. Là-bas, on parle des grands électeurs. En Angleterre, il y a apparemment un roi qui est au-dessus. Et puis bon, quel type de démocratie faut-il au Congo-Brazzaville, par exemple? Cher Christian, j'ai esquissé quelque chose la dernière fois et d'ailleurs, ça a suscité beaucoup de réactions quand j'ai essayé de voir sur YouTube et même sur Facebook, avec quand même près de 20 000 vues. J'ai vu que les Congolais, peut-être les Africains, avaient beaucoup réagi quand j'avais parlé de présidence collégiale. Bon, c'est toujours difficile, disons, à l'occasion, disons, d'une interview, d'aller dans les détails. Je vais essayer d'expliquer ceci. Premièrement, Christian, j'entends les Africains dire qu'il nous faut une démocratie à l'africaine. Moi qui suis un peu attentif à cela, je peux vous dire que ça fait au moins 30 ans que j'entends parler de ça. Ça fait au moins 3 décennies, au moins, sinon plus, que j'entends les Africains dire qu'il nous faut une démocratie à l'africaine. Mais je dis toujours, ils disent démocratie à l'africaine, mais je ne vois pas justement ce qu'ils entendent par cela. Je vous apprends, Christian, que si les gens, effectivement, bon, la grande majorité de nous ne s'en rendent pas compte, il y avait en face de chez nous l'un des despotes les plus éminents de l'histoire africaine, postcoloniale africaine, M. Mobutu. Le maréchal Mobutu disait, ni capitaliste, ni communiste, chez nous, c'est une démocratie authentique, une démocratie à l'africaine. Aujourd'hui, personne ne peut dire que l'authenticité, la démocratie authentique à l'africaine était une démocratie. Il s'insulterait lui-même. Qui peut soutenir que, disons, le régime du maréchal Mobutu était une démocratie? C'est lui qui disait que non, 2 coqs ne peuvent pas chanter dans le même poulailler. C'est lui qui le dirait. C'est lui qui disait que on ne dira jamais ex-président Mobutu. L'histoire lui a donné tort. Je peux multiplier les anecdotes comme ça. Donc voilà la démocratie africaine théorisée par Mobutu. Pas de 2 coqs dans le même poulailler, qu'on ne parlera jamais, disons, de l'ex-président de mon vivant. Ça veut dire pour dire que je suis irremplaçable. Donc, Christian... Mais la présidence collégiale que vous proposez, n'est-ce pas là, à plusieurs coqs dans... Je vais y arriver. En fait, j'ai commencé par là pour dire que non,
nous trichons un peu beaucoup. Je veux dire que les élites africaines trichent beaucoup. Parce qu'au bout de 40 ans, au bout de 60 ans, ils devaient être applaudis parce que, disons, ils appellent donc effectivement, disons, démocratie africaine. Mais je prends un autre exemple qui est tout proche de nous. Mais le Mali est ouvertement opposé contre la France. Je veux dire, disons, le pouvoir malien. Le pouvoir malien a adopté, disons, une consigne il y a quelques mois là. Que les Africains qui parlent, disons, effectivement, d'une démocratie africaine, puisque le pouvoir malien, pour des raisons, je vais dire qu'on peut discuter ou pas, mais voilà, on n'a pas à débattre de ça, c'est ouvertement opposé à la France. Mais qu'ils aillent regarder la constitution malienne adoptée il y a quelques mois et qu'ils me disent si c'est ça la démocratie africaine, puisque ça a consisté également à donner énormément de pouvoir au président de la République. Donc voilà la démocratie africaine. Donc je parlais de Mobutu, là on peut maintenant dire les autorités maliennes. Ils n'arrivent pas à rompre avec ce qu'on appelle en droit constitutionnel le présidentialisme. Oui, mais toutefois, on peut aussi relever que, bon, voilà, la constitution malienne ne fait peut-être pas aussi l'unanimité en Afrique. Ça, c'est les Maliens qui ont décidé comme ça. Probablement que les Burkinabés vont proposer une autre constitution, pourquoi pas, les Nigériens et les Congolais. Il n'est pas dit que ce que le Mali a adopté, c'est valable pour toute l'Afrique. C'est juste une parenthèse. Revenons donc sur le pouvoir collégial. Comment il fonctionne et comment il peut être adapté au Congo? D'abord, en démocratie, l'unanimisme n'existe pas. Donc, les gens se continuent, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est tout à fait normal d'ailleurs. Une démocratie digne de ce nom, il faut qu'il y ait des contradictions. Donc, on ne parle pas en termes d'unanimité. Je veux tout simplement dire que le modèle que nous a proposé le Mali n'a rien à voir, effectivement, disons, la démocratie. Si c'est ça la démocratie africaine, donc on est mal barré. Revenons donc à la présidence collégiale. Moi, je pense, Christian, qu'au bout de 60 ans, un peu plus, on devrait maintenant être capable de se dire, enfin, de regarder derrière nous et pour dire, en fait, où se trouvent les problèmes. Je n'ai jamais cessé de dire, Christian, le président de la République, tel que les pays africains francophones et même au-delà ont adopté, c'est un piège. C'est un poison. C'est l'opium politique de l'Afrique, Christian. C'est-à-dire? Regardez, pratiquement tous les mots portent, disons, autour de cette tension. Si on a eu des problèmes, puisque c'était pour le cas du Congo, on a eu des problèmes, disons, en 59, on allait vers l'indépendance. C'est parce que, effectivement, dès le moment où on a dit qui va être président, écoutez, qui va être le chef, effectivement, on est devenu fou. On est devenu fou. Si on a eu les fameux, ce que les gens appellent à tort, la guerre civile, disons, de 92, 93 et 97, c'est à cause du plan de la République, Christian. C'est à cause du plan de la République. Ce qui se passe, disons, bref, quand vous regardez partout en Afrique, mais tous les grands problèmes, pour ne pas dire, disons, toutes les guerres tournent autour, disons, du président de la République. Donc, il faut, premièrement, je ne cesse de dire, par principe, rompre avec ce modèle-là. Il faut rompre avec ce modèle-là. Et parce que dès le moment où les gens sont dans le jeu, ils se disent, oui, on va y aller. Dès que les gens peuvent dire, on n'est plus d'accord. Eh bien, même quand un président peut éventuellement être élu, bon, vous allez on dit, non, oui, Bazoum était élu, mais il a été mal élu. Enfin, Christian, jusqu'où? Premier principe, arrêtant ce modèle-là. J'ai publié, disons, j'ai fait une communication, je pense que vous l'annoncerez, disons, à nos compatriotes, accélérer disons, la signature de l'acte de décès du modèle présidentiel français en Afrique. Il faut arrêter avec ce modèle-là, c'est une folie. On n'en a pas fini si on continue avec ça. Mais quand on parle du plan de la République, qu'est-ce qu'on dit chez nous, Christian? C'est le chef de l'État, n'est-ce pas? Mais si l'État n'existe pas, donc le chef ne peut pas être le chef de l'État. Une fois de plus, disons, notre pays l'illustre bien. Ça se fonctionne comme un chef de tribu, tout le monde le sait. Il faut nous expliquer pourquoi ça souffre si les Congolais, si c'est chef d'État, pourquoi il amène, disons, la première République dans son village. Pourquoi il amène, disons, le palais présidentiel dans son village. Il n'est pas le seul, puisque Mobutu l'avait déjà fait. Donc, ça démontre bien que celui qu'on va élire, ce n'est pas le chef d'État, c'est le chef d'une tribu. Et quand il arrive, il fonctionne comme une tribu. Nos compatriotes se plaignent, je ne vais pas rentrer dans les démons congolais, Christian. Je ne veux pas y entrer. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que les Congolais, à tort ou à raison, estiment que non, il y a une communauté qui est privilégiée, qui gagne tout, qui a les hôpitaux au village, qui a, disons, des internats. Nous savons que depuis l'arrivée de Sassou, les internats ont disparu. Moi, j'ai fait mes études au Congo. Tous les collèges avaient un internat, tous les lycées avaient un internat. Sassou est arrivé, il n'y a plus d'internat, ni dans les collèges, ni dans les lycées. Mais il y en a chez lui, semble-t-il. Donc, Sassou démontre bien que
Le chef de l'État n'existe pas, il existe un chef de tribu. Et donc, à part là, on peut tirer la leçon, Christian. Pour éviter cela, je ne cesse de rappeler, disons, aux gens qui ont fait des droits aux sciences politiques, il y a une formule qui fonde la démocratie institutionnelle, disons, en Occident, c'est la formule, disons, de Montesquieu. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Ça vaut aussi pour l'Afrique, sauf que sinon, il faut l'entendre autrement. On ne peut pas donner tous les pouvoirs à un seul individu. Vous donnez le pouvoir à un seul individu, vous donnez tous les pouvoirs à une seule ethnie. C'est la lecture que l'on peut tirer, Christian. Ça ne souffre pas d'équivoque, que les Congolais le savent. Donc, il faut arrêter cela. Si je vais dans le détail, ça va prendre temps. À partir du moment où vous donnez tous les pouvoirs à celui que vous pensez comme un chef d'État, celui-ci se révèle comme étant un chef de tribu. Tous les Congolais le savent. Donc, vous comprenez bien qu'il y a un gros malentendu. Vous n'allez pas aller élire donc un chef d'État, encore que lui n'a jamais été élu. C'est un chef de tribu qui s'arrose tous les pouvoirs, qui casse effectivement, disons, le tissu socio-culturel, qui divise, disons, les collectivités. C'est vérifié aujourd'hui. Au bout de oui, mais est-ce que vous ne pouvez pas nous faire, disons, faire un schéma comme ça, qu'on peut imaginer comment ça peut aller, comment ça peut fonctionner, en quelques mots, bien entendu, schématiser un peu ce pouvoir collégial, cette présidence collégiale. J'ai déjà fait une communication là-dessus, vous l'annoncerez, disons, à nos compatriotes, mais en gros, c'est comment? Je pense, Christian, que quand on regarde les pays africains, il y a des impératifs. L'impératif, c'est la construction nationale. Quand on dit construction nationale, c'est la nation qui est à construire. Au début, disons, des indépendants, on disait qu'il y a construction, on se rend compte que non, on est tombé plus bas, puisque les soi-disant chefs d'État se sont comportés comme des chefs de tribu. Bon, donc, première des choses, puisque la politique, ce n'est pas seulement la réalité, c'est aussi les représentations. Il faut que toutes nos communautés se sentent représentées. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait une présidence collégiale. La présidence collégiale sera le socle ou le garant de l'unité nationale, du développement, j'allais dire de la République, mais surtout, puisque tous ces concepts peuvent paraître, disons, théoriques ou fictifs auprès de nos compatriotes, mais que cette présidence collégiale soit le garant de ce que j'appelle, moi, le bien-être de la population. Parce qu'on nous parle de démocratie. C'est-à-dire, chaque département propose un... Non. Je dis qu'on peut, par exemple, diviser le pays par... Tout dépend, ça ne peut pas être la même chose pour tous les pays. Mais dans le cas du Congo, on peut se dire que la présidence de la République doit être composée au moins de 4 personnalités. Au moins de 4 personnalités. C'est-à-dire que cette structure-là, elle est la garante. Dans les textes de tous les pays africains, c'est-à-dire qui ont à peu près repris le modèle français, on dit que le président de la République, c'est l'incarnation de l'unité nationale. C'est lamentablement, c'est magistralement faux. Aujourd'hui, au bout de 60 ans, on peut le dire. On peut le dire. Le président de la République en Afrique ne se comporte pas comme étant le garant, disons, de l'unité nationale, ou le garant, effectivement, en plus, on ajoute le gardien de la Constitution. Vous voyez, le même qui joue, c'est-à-dire que celui qui joue la Constitution, c'est lui qui est le gardien de la Constitution. Et que là, il y a un problème. Par exemple, le gardien de la Constitution, ça ne doit pas être effectivement, je vais dire, disons, l'exécutif, mais c'est cet organe-là, cette structure-là. Donc, la présidence collégiale dont je parle, c'est elle qui sera le socle de ce qui est fondamental dans la société. C'est-à-dire, donc, effectivement, l'unité nationale, en quelque sorte, surveiller le développement, mais également, c'est-à-dire le garant de la conscience, c'est elle. Maintenant, comment, effectivement, en quelque sorte, disons, articuler cela avec les autres nations? Il y aura, par exemple, ce qu'on appelle un chef de mission, c'est-à-dire celui qu'on appelle traditionnellement le Premier ministre. Le programme, c'est-à-dire là, il peut y avoir compétition. Il peut y avoir compétition qui sera Premier ministre. Mais je vais dire celui qui va garder, celui qui va se dire, ah non, 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 là, tu touches à l'unité nationale. Regardez, Christian, quand on regarde, vous prenez le cas de M. Sassou Nguesso. Les ambassadeurs, disons, auprès des grands pays, c'est proche. S'il y avait effectivement un président de la République, il dirait, ah non, là, il y a un problème. Oui. Donc, c'est un chef de mission, c'est-à-dire celui qu'on appelle traditionnellement Premier ministre, qui va exécuter. C'est un chef de mission, c'est-à-dire qu'il exécute. Mais il est à ce moment-là et regardé par la population, y compris effectivement par la juridiction constitutionnelle, y compris, mais surtout, je veux dire, le grand garant, c'est cette institution-là, puisque cette institution-là représente toutes les communautés. Oui, communauté, ça ne veut pas forcément dire ethnie, sinon c'est tombé bas. Mais qu'il y ait au moins, disons, 4 personnalités. Et puis, ces personnes-là, c'est-à-dire que tous nos pôles doivent être représentés.
Quand ils sont là, ils peuvent dire non, là, il y a un souci. Mais surtout, c'est lui qui doit garder l'armée. Je veux dire, c'est lui qui doit déclencher, disons, l'arme militaire. Quand nous verrons ça sur l'arrivée, il déclenche, disons, il mobilise l'armée avec des armées étrangères pour tuer sa population. Vous l'avez dit, Christian. Ce n'est pas parce que c'est vous qui l'avez dit, c'est une vérité. Puisque nous sommes des dizaines de milliers de nos combattants qui ont été tués par cet individu. Voyez. Donc, c'est tout ce que je veux dire. Il faut qu'il y ait un organe qui soit le socle de ce qu'il y a de fondamental. Et puis, à ce moment-là, le gouvernement, avec un chef, un premier ministre, que moi j'appelle le chef de mission, exécute ses missions sous le contrôle de la présidence collégiale, sous le contrôle du peuple, sous le contrôle, effectivement, des contrepoids judiciaires. Donc, aller un peu plus dans le détail, ce serait là compliqué, effectivement, la lecture pour ceux qui nous écoutent. Mais voilà, en gros, ce que je veux dire. Ce socle-là, c'est en fait vraiment le socle de la République, c'est le socle de la nation, c'est le socle du bien-être. À ce moment-là, même les compatriotes qui n'ont pas appris peuvent nous comprendre. C'est ça. En tout cas, merci, professeur. Pour ceux qui voudront plus de détails, nous allons les diriger vers, évidemment, votre blog pour lire, évidemment, le texte. Il existe. Et on reviendra pour le développement, finalement, de cette présidence collégiale, essentiellement la présidence collégiale. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir encore visités aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, je vous en prie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, comme d'habitude. La petite prière, je vous la rappellerai tout le temps, c'est de cliquer sur le petit pouce levé en bas de cette vidéo, de partager au maximum cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.